All right. Well, thanks, Kester, first for being here and having assembled your crew. Bonjour, Vanessa. Hi, Kirill. And hi, Wes. Lovely to have all of us here today. And of course, bonjour, Sepand. Bonjour, Guillaume. It's wonderful to have you with us in Singapore. I'm really happy to be here. It's a huge surprise and discovery for me. Yes. And I'm glad that this visit we'll be able to immortalize it in a way, because we're recording this discussion between us with the intention that posterity is a big word, but maybe the whole complete footage of it in 100 years, perhaps some art historians will be keen to listen to it. So I will dedicate this to our legacy. To the future. So what's the issue? There was a slight horn at the outside. Oh, okay. Ah, yes. Right. Yeah, I was dedicating this recording to posterity. So this, I think, we will only hear this in the full length footage if anybody ever listens to it. For the more immediate audience, it's really just a pleasure to invite them to discover your exhibition, Sepand. So thank you for honoring Art Porters with this wonderful exhibition. It's dedicated to Roy Lichtenstein on the centennial year of his birth. And of course, so happy it's happening. Thank you for your invitation also. Thank you. Well, first I would like to ask you a little bit of a personal question, because I see you here and I see you there in coming out of what looks like Lichtenstein's sunrise. So it's really appropriate to say good morning. And what I see here is really energetic morning with the artist literally popping out of the sun on top of the clouds. So how do you feel this morning? This morning, I learned so many things since I'm here, so many discoveries about Singapore culture, and also with spending time with you. This morning I feel really good, really happy of everything that happened until now in my life and the projects that we have together. I'm happy that my work is being seen here, and to have the opportunity to have this interview filmed, because we do this work also for the future, and it's a kind of heritage. So yes, I'm very happy. Your father was very important to you, and he's present in the exhibition. Can you, well, maybe first explain to our guests in what way your father is present here? In the text I wrote about my point of view about Lichtenstein's work, at the end I mentioned that the interest Roy had about the one eye seeing with one eye is actually something I relate to, because my father died 7 years ago, and he had a cancer, and he lost one eye and half of his face removed by surgery. And he was a man of literature, of poetry,
and very intelligent person and very wise. He never wrote anything. He was someone that used to think a lot and talk a little bit. And the 2 last years of his life, he lived with the question of who we are if we lose one eye, and how we see the world. So when I read about the fact that Liechtenstein saw the world with not in a realistic perspective, but in flatness, and it was very interesting for me, and I wanted to. It was one more reason for me to work on that, you know. Yes, there's this whole dimension of monocular vision, which appears actually in many of the paintings. So, when exactly did your father lose his eye, or which years was it that he was? It was very quick, because he had a sinus cancer that developed from here. So without that, they can just take out the cancer, and he will lose his sight. But it was more complicated than that. The surgery took 15 hours. He woke up discovering himself what is happening to him. He was in a state of delirium for 4 years, 3 or 4 days, and then they made another surgery again for a long time. And after that, when he came out of this state of delirium, which is an in-between word that you don't know if you are imagining things or it's reality, little by little he understood what's happening. And it took 2 years before he passed. So for all that time, it was something incredible. And again, which year was that? It was, he passed 7 years ago, and 2 years before he had the surgery, so 9 years ago. I lost a little bit, you know, the notion of time in my life. Once when I left Iran at the age of 12, it's like I took the plane, and the plane never Landed. The plane never landed, and I'm still in the plane, and the time doesn't matter anymore. I have just days that are repeating, and I do always same thing every day. So after that, also maybe this way of losing time is maybe related also to the war in which I was born, and all the traumas that followed that. And I think with the way I lost my father, I'm completely disconnected from time. And actually, in each of my paintings, there's a corner in the background without floor and ceiling. And in the corner, there is no time. There's just 2 plans that create a space. I'm surprised that you say time has disappeared in your life, because yesterday I saw that you love watches. Yes. Maybe that's my way to find a connection with time, because we know that time in watches is abstraction, because past and future are abstract concepts. But for me, memory and imagination are more important than the notion of past and future.
If you don't have memory, you don't have past. If you don't have imagination, you don't have future. So watches are maybe the only thing that help me stay on time. But you know, also there is the fact that I said I live every day the same thing, and watches are like that. It's like just the repetition, infinite repetition. But you say you live every day the same thing at the same time. Like these past 2 days in Singapore, it's clearly different from your usual routine. The structure is the same, but what happened inside the structure can change. Mm-hmm. You know, it's like my paintings. There's always the corner, always the shelf, always those cubes that I combine, and from one painting to another one, I change the composition, the combination of the cubes, and it changed the subject, but all the elements are the same. The structure is the same. Like in Sunrise, in your self-portrait, is there a shelf? Is there a corner? They are there metaphorically. There is a corner in the back. The shelf is represented by the clouds, right. Clouds are an amazing phenomenon because it's changing all the time. But again, the structure is the same. And you can project your imagination and see things inside the clouds. And I really like the fact that this is like the biggest happening that we can see, you know. I make lots of autoportrait, self-portrait in the sky because for me the sky is an amazing paradox because it's infinite, still we can see it. So where does exactly infinity starts in the sky? Because everybody can look at the sky and nothing stops you from seeing as far as your eyes allows you. But how can you define the end of the infinity you are seeing, you know? So it's because of the sky that you chose to superimpose your self-portrait on the background derived from Lichtenstein's Sunrise? You know, more I read about Lichtenstein, more I saw his works, and more I realized that maybe there is a misunderstanding about him because he's known for being a pop artist, which is related to, for example, Andy Warhol's being very famous at this moment, at that period, and the popularity of his art. But actually, I think that there's a total difference between the popular art and the art that pops up or pops out, which is a phenomenological effect. So in Lichtenstein's work with, for example, the mirrors, the skies, the brush touches, brushstrokes, he creates this moment that every element is here, but you don't know what to see, and it's not a representation of reality. It's not a real representation, you know, because he used, for example, images from animation or drawing books to paint, and that is one step in abstraction. That's why it's popular. But actually, he's trying to always find the phenomenon of vision in the subject when he paints the whole, which you have someone with the finger just moving and opening it, and says,
I can see the whole room and there is no one in it. This is like a Lucio Fontana, someone behind the painting that is looking at us, you know. I think this is very interesting. And that's why I wanted to take that and change it to there is no one in the world, no one, what did I say? I can see the whole world and there is no one in it. I'm going to repeat this sentence, okay? So that's why I wanted to paint there is no one in the... j'oublie tout le temps. I can see outside. And that's why I wanted to paint I can see the whole world and there is nobody in it. Because it's possible that there is no one in the room, which is a question of vision. And we can't see them. But there is no one. I can see the whole world and there is nobody in it. It's nearly impossible that there is nobody in the world. And it's more like a phenomenological problem, you know. So is it that you feel alone as an artist? That you see the whole world and there's nobody in it? Do you feel lonely? Or misunderstood? No, it's not about... I think it's not about loneliness. It's more about... because loneliness, it's a feeling. For me, it's not about how I feel things. It's more about the facts. When I was in Iran, I felt trapped inside a system. And my dream was to go outside of that system. The system was the Islamic Republic. The system was the totalitarianism and all that. When I left Iran forever, I felt trapped outside of everything. And my dream was to get inside again. So outside of everything means I didn't speak the language. I didn't know the culture. Emotionally, I was completely dead. No more friends and family, no more connection, nothing. So the fact of that being inside wanting to escape, being outside wanting to escape, that creates the context for the emotion of loneliness. So my position is that I'm cornered, I'm trapped in many, many different layers of consciousness. And I try to share that by trying to find it in others, like other artists, other writers, and other wonderful people that I meet in my life. So to go back to earlier your statement that your paintings always have a corner and a shelf. Some paintings don't seem to have a shelf, like that self-portrait, or is it that the easel is a form of shelf? Yeah. You know, the thing is, the walls, the shelf, the characters, everything is made of the same element, which is the cube. So what defines the shelf and what defines the character is your point of view. So what you see as a character is you seeing it as a character. For me, I just paint cubes. Right. You know, when Paul Cézanne used to paint always with the same touch of the paintbrush, no matter what is the subject, what is the distance with the subject, if it's a landscape, if it's an apple or a portrait, your eye, your brain will create the image by associating those touches. What I wanted to do is to pop up the brush touch and to create an object of the touch. And by associating those cubes that represent the Paul Cézanne's touch, actually,
By associating those cubes, an idea is born. But the idea is in the head of the person that is looking at the painting, you know? And Van Gogh did the same as Cézanne, but he created this dynamic, this movement in the touches, you know? And that's wonderful. Yeah, I don't know, corner or not. I see, in this case, when I look at that self-portrait, I got this impression of like a lift that wouldn't have a floor or ceiling, and yeah, I want. It's a little bit. There's a little bit of. Yeah, I wonder if I should get myself into vertigo or not. A little bit like a cartoon character who does not realize yet that they're going to fall for 1 second or two, and then, that's a possibility. But of course, that's when I reflect maybe a little bit of anxiety. Because maybe also it's a feeling of weightlessness. The artist is floating. It's just him and his painting and the subject, because I feel he's looking at us. Yeah. I made this painting after one of Roy's self-portrait. He made before flattening the surface. And the title of my painting is Entering the Surface. And in this painting, in this self-portrait, he framed himself without legs, so we don't see where he is. And there is two art craft represented in this self-portrait. One is maybe a beginning of a landscape, which is abstract, and the other one, it's a vitrail in the background, which looks like a lot of like Mondrian's paintings, which also is flattening. Yeah, vitrail, stained glass, yeah. Stained glass, yes. And I thought it's interesting that he decided to represent himself in the two possible abstraction. Expressionist and minimalist of that period, and then he created himself something between those, because the minimalistic way of his painting is mixed with the very complicated and conceptual figurative part of his work, like the mirrors he did, which are complete abstraction, but we see, it's amazing how we can see ourselves, how we can see him as a self-portrait in those mirrors. Do you want to say that, because there was a... Well, anyway, I think the traffic is unavoidable. It's part of life. It reminds me of also the mirrors that he made, because those paintings are just abstract phenomenon, apparition, and represents actually some kind of self-portrait, or maybe our portrait, because we are looking at mirrors, but there is no reflection of us. You know, actually, I want to say something about that, because we were talking about Narcisse the other day, and I was telling you that our way to see Narcisse is like us in our time. It means the mirror is vertical, like in the bathroom, that we see each other, ourselves. And in
in the vertical mirror, the depth is horizontal, which is very safe. But in Narcissus time, there were no mirrors like that. So people used to look at themselves in water, which is an horizontal mirror, and the depth is vertical. And you told me that the verticality is... Yeah, it can be scary. Yeah, it's scary, and you have the feeling of falling or assumption, which I try to show in the corners, because this feeling of falling or assumption is what I try to show in my corners, because there is no Après, peut-être c'est pas très grave, tu vois, qu'il y a des gens... Non, voilà. Il y a marqué qu'il doit rentrer par derrière. So... Now we're talking about, I think you're commenting on, in fact, on this painting, which is titled, first, it's titled Cosmocular. Why this title? You know, we also see only one eye in this painting, Right. because of the composition. And the character is not looking at himself, but is not looking at us neither. And the image, as I said, like the Cézanne's paintings, that the image that is in the mirror is like Cézanne's painting in the direction of Impressionism. Okay, always the same touch. You have a project called Cosmic Siblings? Cosmic Siblings, exactly. So I related this painting to you also, because the project of Cosmic Siblings for me is a very interesting new way to see human organization and social organization, you know. And that's why I call it like that. Oh, wow. Yes. Wow, I had not realized. And it's interesting because Olivier Varenne commented on this painting. So he's the one who first mentioned Narcissus, and that's why I spoke about that. Okay. And you explain, I understand, yes, Narcissus is actually looking at a horizontal mirror, which is the water, which took me to vertigo, whereas here we have a vertical mirror. But Olivier, mentioning Narcissus, he was also saying that, I mean, I explained to him, I think you mean it to be Lichtenstein, but Olivier always thought he saw me. And in fact, what I didn't realize is, well, I mentioned through the Cosmic Siblings project. Yeah. I mean, for me, what's wonderful in art in general is we can see a little bit of oneself in any work of art that we get interested in. So just to go back for a moment to Lichtenstein's self-portraits, there is his 1978 self-portrait that I absolutely love. It's just a T-shirt and a mirror instead of the face. And I see this, and I see Roy Lichtenstein. How do you explain this? It's a very complicated question, because that's how you see it. It means somehow maybe you relate yourself to Roy Lichtenstein, because he said that it's a self-portrait? Yes, it's that. So he painted a self-portrait with a mirror instead of his face, which means that everybody that looks at him is him. When I look at this painting, I see a mirror. Yes. So you see yourself? I see the potential me, because there is no image in the mirror. You see Roy, which is different.
Yes. Maybe it's you see Roy Lichtenstein as a relative. Maybe, and we come to that. Maybe also, yeah. I mean, I discovered myself deep layers of my own being, my own story, through contemplation, study, research of a painting by Lichtenstein, as you know. And maybe you see it because I recognize, of course, you know, the Bandai dots, the mirror. You know, you can easily recognize Lichtenstein's technique and motifs. But there's something about the simplicity, yes, of just that T-shirt and that mirror. And yeah, maybe I somehow see through it. You have his T-shirt today. Today, yes. I think so. Uniqlo T-shirt. Really? Yes. Yeah, I had bought myself one, and then a friend of ours, Ian McGinley, sent us actually 3 the T-shirts in different sizes. One for Mark, one for Sean, and one for myself. So I have 2, and yet my way to honor Roy Lichtenstein today, and I wear it quite often. And of course, it's very Lichtensteinesque colors. Well, I mean, this is derived on one of his artworks. But seeing that hot dog and looking at sunrise, I can feel the similar energy. You helped me find the title of the exhibition. Yes. How did you get to that? Well, the exhibition title, In the Land of the Blind, the One-Eyed Man is Roy. So, of course, there's a little bit of a pun, the famous saying, which I think is derived from, a Talmudic saying, is in the land of the blind, or sometimes it's translated as in the kingdom of the blind. The one-eyed man is king. So, of course, Roy, Roi, is king in French. The spelling R-O-Y is old French. And I like puns. So it's first a way to. Well, I think first, it's a way to encapsulate your work here, and it's a way to make people realize immediately that there is a reference to Roy Lichtenstein. And of course, people who follow the gallery and who know me would generally be aware of Lichtenstein's importance in my life and even in the creation of the gallery, in the mythology we're trying to create. I like the fact that the pun has that French touch, because it also speaks to me, speaks to us directly, because we normally converse in French. And it's funny because I thought we were going to speak French, but quite naturally, because we're quite conscious of the audience, we naturally decided to speak English. So before I go back to the title, in fact, I want to stop here for a moment. The fact that so this was your idea, to use the gallery in its glory as a setup, and by I mean its glory is utilizing the mirror with the idea that we could see everything, including the crew that's with us this morning. So why did you think we should do this? My work is to create images that are not images and hide many things: stories, mythology, self, awareness, everything. And what scares me in general is the dead angles, the things that I cannot see, And when you are... Angle mort in French, I'm not sure if it's the same in Angle English. mort, yes. Yeah, it's... How do you say it in English? Blind... blind spots. Blind spots, yes, blind spots.
It's funny how dead angle is actually a blind spot. Blind spot, So it's actually, a good yes. example So, you know, of- it connected also to. Yes. So, when someone faces the corner, you physically you stop physically. You are trapped physically. So you have two possibilities. You go back. You avoid the corner, or you stay there if you don't have a choice, and then something very amazing happens, which is you escape by changing dimension. You don't escape physically anymore. You escape with your imagination, with the fantasy of your mind. And you go and back, you leave and come back all the time from your imagination, the fact that you are trapped, your imagination, the fact that. And in front of an image, you can project yourself inside the image. But in front of the corner, you can only project yourself inside you. There's nothing to project in front of you. You cannot walk into the corner. When you get into the corner, you have to discover yourself somehow. That's why I also here wanted to create same context in which nothing is hiding from the viewer. We can see everything, what we really are doing, you know. Yes. Well, I like the idea that, for the mirror references, again, one of Lichtenstein's themes that you directly allude to in Cosmocular. And now that I know you're partially inspired by cosmic sibling projects, I think what's fascinating, so the cosmic sibling projects, it's the idea of looking for other people on the planet born on the exact same date as you. So, in fact, in French, I call them jumeaux cosmiques, so cosmic twins. The translation is a bit different, because there's this idea that in the other, you're searching for yourself. So, in meeting a cosmic sibling, I'm trying to see, is this other person who would be unknown to me and I would not come across if I had not started to look consciously for people who were born on that same day. I'm looking, what do we have in common? And the amazing thing is, yes, I can feel that a sense of, well, certainly common humanity and brotherhood. Universality also, no? Yes, so we're looking at the other in the mirror, and yeah, we find ourselves. I also like the thought. So when I speak, I don't like to speak of artistic creation. For me, creation, I put a big C, and that's God's work. And I think in the best of case, we can reveal, because the beauty, if it's there, the true beauty when we're in flow and we're creating something that's that will have staying power, that's God's creation. We are revealing it, we are unpacking it. So here I like the idea that you generated and that we are implementing this morning, where with the mirror, first, we're revealing the gallery as it is for visitors, and it's been operating, in this space for about 7 years. We're replicating this. We're also showing the true process. The true process is we're not speaking in a void. We have this equipment and these 4 professionals in front of us, and I think it's interesting for the future viewers, especially maybe those in 100 years, to get a feel of what was. It would look pretty exotic, I'm sure, quaint, and. Maybe that's a good part. We can discuss. Okay. I was going to say,
Yeah. Yeah, we can cut, and actually, I would like in fact to move to somewhere else. Yes. So, Okay. yeah, great, cut. Yeah. Wonderful. Well, welcome back. We had a little coffee and we decided to be more joyful et aussi qu'on va parler en français. On va voir ce que ça donne. Tu me demandais tout à l'heure, Sepand, le titre, la signification du titre. Donc, dans le royaume des aveugles, le borgne, Roy est roi, ou roi est le roi est Roy. Alors c'est difficile à traduire parce qu'on a un jeu de mots en anglais avec évidemment King et roi Roy. Donc c'est une façon de déclarer l'hommage à Liechtenstein l'année de sa naissance. On le déclare roi et c'est un roi dans ma vie. J'ai reçu ce cadeau incroyable il y a 24 ans du calendrier qui est au cœur de ma vie et c'est un cadeau qui keeps giving. C'est comme ces fusées d'artifice. Tu crois que ça file d'exploser et ça réexplose d'une autre couleur. Et là, pareil, tu te dis c'est terminé et ça recommence 6, 7, 8 fois. Et c'est ce qui se passe dans ma vie depuis un quart de siècle. Donc moi, j'ai cette gratitude gigantesque vis-à-vis de Roy. Et avec à chaque étape de la révélation de ce cadeau, des découvertes sur moi-même, sur ma relation avec le monde qui sont extraordinaires. Donc il y a cette dimension dans le titre, et puisque tu m'as fait ce grand plaisir de rentrer dans mon histoire, de t'intéresser à Liechtenstein, et puis de rentrer dans ton rabbit hole de la vision monoculaire. Donc évidemment le titre parle de ça. Il parle de ça, donc personnellement, je suis désolé, j'ai été un peu... j'ai manqué de tact en t'interrogeant aussi violemment sur le traumatisme que tu as causé de voir ton père souffrir comme cela. Mais est-ce que dans ton travail, est-ce que tu avais le sentiment que tes tableaux étaient aussi plats avant? Est-ce que tes tableaux ont changé ou est-ce que c'est ton regard sur tes tableaux qui s'est... Tout d'un coup, tu te dis « Ah mais oui, mes tableaux sont plats » et est-ce que tu avais déjà, inconsciemment, tu faisais déjà un travail qui parlait de vision monoculaire avant? En fait, une fois, il y a très longtemps, alors que j'avais des motifs dans les fonds, sur les coins et tout ça, une personne qui travaillait au CNAP, à qui il manquait un œil, il était borgne. Je ne me rappelle plus de son nom, il est venu à une de mes expositions et il m'a dit « c'est dingue parce que je peux voir en profondeur, en perspective alors que c'est tout plat ». Ça c'était bien avant, non attends, c'était autour de l'histoire de mon père si je ne me trompe pas, ou c'était peut-être avant. Et du coup, c'était intéressant. À ce moment-là, je n'avais pas autant réfléchi à ça, tu vois, à cette question de profondeur. Mais bon, tout le monde me disait, mais tu peins en trompe-l'œil, tu peins en trompe-l'œil. Ah, mais c'est tout plat. Tu vois, on m'a souvent dit, mais c'est tout plat, alors que les gens voient en profondeur. Mais l'histoire de... je ne sais plus quelle était ta question. En fait, il y a tellement de choses à dire que... ma question, c'est est-ce que ce sentiment que tes tableaux étaient plats, comme ceux de Liechtenstein, d'ailleurs on y reviendra, mais d'abord sur tes tableaux, est-ce que tu avais cette conscience que tes tableaux étaient plats? Quand as-tu cette conscience? En fait, non. Moi, justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire, Liechtenstein peint de façon... En fait, il cherche picturalement à trouver des solutions pour peindre de façon plate, pour qu'on puisse voir son travail d'un seul œil, en fait, pratiquement. Moi, non. Moi, j'ai toujours voulu créer de la fausse profondeur. J'ai toujours voulu créer cette impression qu'en fait, on est face à un vrai coin, alors que non, c'est juste une représentation du coin, tu vois. Et par rapport à l'histoire de mon père, non seulement j'ai eu cette obsession avec la vision monoculaire, mais les cubes sont arrivés à peu près au même moment quand on a appris qu'il était malade. Et en fait, plus tard, en thérapie, j'ai appris qu'en fait, c'est une façon de recoller les morceaux, en fait. Tu vois.
Mais ce n'est pas seulement les morceaux de mon père, c'est aussi toute ma vie avec l'Iran, avec l'immigration, tu vois. En fait, il y a un moment, il faut commencer à guérir, c'est pour ça que je recolle les morceaux. Et c'est pour ça aussi que quand tu regardes mes tableaux du début, en fait, des coins, avec les tableaux d'aujourd'hui, ça reste des coins, mais c'est aussi différent. J'ai même changé de style, tu vois. Parce qu'effectivement, juste avec une ligne qui... Oh, right. Il y a eu beaucoup de bruit de trafic. Ah. Si tu veux répéter ce que tu disais. I say the last part? Yeah, somewhere in the last segment, you could just maybe recap it a little bit. Okay. I don't know where I should recap because it was coming along, you know. Peut-être au moment où tu dis que les cubes sont quand les cubes apparaissent. En fait, tu vois, l'obsession que j'ai avec la vision monoculaire, c'est une obsession du réel. Tu vois, d'accord, c'est via la maladie de mon père que j'ai eu cette intuition, mais j'ai l'impression que quand on regarde avec les deux yeux, on est face à une illusion. Donc on est face à la réalité des humains. Mais quand on regarde avec un seul œil, que ce soit l'œil qui reste ou le troisième œil, en fait, on est plus face à la réalité du monde. Alors, attends. Oui. Interesting because it's a recycling truck, so I'm thinking, what do I need to recycle? La réalité revient. Donc tu m'as donné conscience que quand il était étudiant au début des années 40, donc à l'université d'Ohio, Roy Lichtenstein étudie auprès du professeur Sherman Hoyt, qui place ses étudiants dans une grande pièce sombre, enfin noire, il fait des projections extrêmement rapides et leur demande de dessiner ce qu'ils ont vu. Et Lichtenstein comprend que la seule façon de le faire, c'est de fermer un œil, parce que si tu gardes les deux yeux ouverts, tu n'as pas le temps que ton cerveau n'a pas le temps de recomposer une image binoculaire. Non, c'est pas vraiment qu'il ferme un œil, c'est qu'il réalise qu'avec cette vitesse de projection dans le flash box, en fait, tu n'as pas le temps de voir avec les deux yeux. Oui. Donc, l'image est aplatie. Et donc, le professeur projette très rapidement une image qu'il enlève dans cet énorme hangar de 21 mètres de long, complètement plongé dans le noir. Et les étudiants doivent dessiner ce qu'ils voient dans le noir. En fait, c'est ce qui s'est imprimé sur leur rétine. Donc, en fait, à ce niveau-là, il n'y a plus de question de profondeur. Tu n'as pas le temps, en fait, de voir en perspective ou en profondeur. Tu vois, et c'est ça qui donne l'intuition. Parce que moi, j'avais compris que pour garder une impression d'après laquelle il va pouvoir dessiner ce qu'il a vu, il ferme un œil. Non, il ne ferme pas un œil, mais par contre, il s'intéresse justement à l'objectif. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé mes études en art il y a très longtemps, on faisait des photos en sténopée. Sténopée, c'est une boîte à chaussures que tu peins en noir à l'intérieur, que tu mets du scotch partout pour pas que la lumière pénètre. Tu fais un trou, tu colles une feuille aluminium et tu fais un tout petit trou dans la feuille d'aluminium. Tu vas en chambre noire, tu l'ouvres, tu mets un papier photographique au fond, face au trou. Tu fermes, tu ressors et là, tu choisis ton sujet, tu ouvres le clapet qui est dessus, un peu comme dans la toile de Lichtenstein où on voit un doigt qui pousse, tu vois, la toile qui a inspiré celle-ci. Et ensuite, entre 20 minutes, une heure de pause, tu laisses la boîte et le sujet va s'imprimer petit à petit sur la photo, sur le papier photographique. Et ensuite, tu ramènes ton sténopée en chambre noire et tu développes le papier. Tu vois? Donc ça, c'est les premières photographies.
Et du coup, lui, il va chercher que ce soit chez le personnage de Popeye, Popeye, donc c'est le crevé, à qui il manque un œil, ce personnage de bande dessinée, ensuite d'animation, que ce soit chez Mickey et Donald, ou Donald dans la toile, c'est toi qui m'as appris que c'est le fils de Liechtenstein qui avait donné l'idée. Oui. Donc, tu as Donald qui jette une canne pour pêcher un poisson, sauf qu'il s'attrape lui-même. Et du coup, il dit à Mickey, Look, tu vois, regarde Mickey, I've got a big one. Et en fait, Mickey se moque de lui comme ça derrière parce que Mickey voit que Liechtenstein, tu vois, que Donald ne voit pas. Et en fait, moi, j'ai repris ça, j'ai changé la posture, et donc mon titre, c'est plus Look Mickey, mais Look Donald, comme si Mickey voulait s'excuser en fait. Et il est dans une posture de compassion et d'empathie parce que Donald s'est rendu compte qu'il ne voyait pas. Tu vois? Alors là, donc, je regarde Look Donald, mais je vois que donc on reconnaît Donald parfaitement. Mickey, il est un peu transformé. Mickey a un visage humain. Oui. Il n'a pas le visage de la souris de Mickey. Alors qui est ce Mickey-là? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant que tu parles de ça parce que... En fait, là, moi, je vois une personne dans un costume de Mickey. Justement, c'est super intéressant parce que moi, je peins que des cubes. C'est toi qui vois Mickey, c'est toi qui vois Donald, c'est toi qui vois que Mickey est plus... Mais on est d'accord que c'est ce que j'ai voulu faire. Mais peut-être que Donald, c'est juste qu'il a un meilleur déguisement. Il a peut-être un meilleur déguisement parce qu'il a son bec. Il a le bec. Il a le bec, alors que Mickey n'a pas le visage de la souris. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des parties aussi qu'il faut laisser dans le... Non, moi je veux savoir qui est Mickey. C'est drôle parce que tu as eu un lapsus et tu as dit, au dire Mickey, tu as dit Roy. Alors, au lieu de Mickey, j'ai dit... Roy. Ouais, c'est ça. Alors est-ce que c'est Roy? Est-ce que c'est toi? Pourquoi pas moi, Roy et Mickey en même temps? Tu vois. Et c'est drôle parce que maintenant que je le regarde encore plus près, j'ai le sentiment que Mickey a un masque. Je lui vois les yeux assez en retrait, comme s'il avait un masque. Tu sais, si je peins et que j'écris pas, que je ne fais pas d'autre chose, c'est qu'il y a une multitude d'interprétations et de confusions dans la peinture qui font que pour moi, on peut dépasser cette chose merveilleuse qui est la littérature, qui m'inspire énormément, tu vois. Mais on peut dépasser dans le sens où on peut ne pas comprendre l'image. On peut ne pas comprendre la peinture. Et ça, c'est génial, tu vois. Et c'est pour ça, encore une fois, quand je te parlais de pop art, moi, je pense que c'est ce qui pop out et pas l'art populaire. Tu vois, là, tu viens de me dire, je viens de voir, tu vois. D'un coup, il y a quelque chose qui apparaît. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant dans la lecture, en fait, d'une œuvre que sa popularité. Oui. Et je pense que Liechtenstein, par rapport à ce qu'il crée, les différents niveaux de lecture qu'on peut avoir de ses peintures, il va beaucoup plus loin que ce pourquoi il est très reconnu encore aujourd'hui. So let's go back to Monocular Vision, which we are speaking of with the title of the exhibition. And so what I realize is, well, for the personal reasons we described, you got interested in monocular vision and you realized that Liechtenstein, through his studies with Hoyt, became very interested in this, and that followed his career, and that you're now reading all his paintings as really flat paintings. And you saw a parallel between, therefore, Liechtenstein's practice and yours, even though that was not a conscious influence. So with this painting here, you refer directly to the famous 1961 painting,
where we see actually only the eye looking through what appears to be a door, and as you said, maybe opening some kind of a peephole. Yeah. And that face is clearly derived from the comic book source. So what you've done here is really still clear allusion to molecular vision, but you've step back. Yes, step back, élargi le champ, and actually you're speaking of the whole world instead of the whole room. And that's what we did here while filming. Yes. We step back and show the stuff. So that's what I tried to do here. Instead of just having a focus here, I wanted to show that the person that is speaking is trapped in the corner with the vertigo of falling or assumption. And I was thinking that I can see the whole room and there is nobody in it. It's a question of vision, but I can see the whole world and there is nobody in it. It's not about vision, it's about perception. So there's a more existential problematic to resolve here, you know, which I am trapped in. Yeah, so when I've had a chance to speak of this painting to visitors, I said, here, you are alluding to the artist. And how the artist can feel a little alone or maybe exceptional. So I thought you were speaking of Roy, you're speaking of yourself, and I see myself owning this discourse because I see the world in a unique way, and I'm desperately trying to translate that for others to perceive. But, or maybe this is because I'm still a struggling artist, I don't always get the impression I manage to get my message fully across. And I love the thought that you speak of this molecular vision, but you say the artist, and I will say with you, the artist is not looking with his right eye nor his left eye. The artist is looking with the third eye, the eye of perception. And maybe this is, so for me, this speaks of this spiritual understanding of the world that the artist can have. It's a way of saying, hey, do you see what I see? You know, for me, the definition of art is the relation between an individual and the context in which this person is evolving. So if you are evolving in a context that you have to hunt the mammoth and kill the tiger and eat like this, obviously you will paint that. And if you are in a context of capitalism and you know, of course we will work on that. So no judgment, but it's just the relation between one individual and the context. So if you create architecture, urbanism, this is art. If you create any kind of craft, useful or not, it's, for me it's art. So in my perspective, the relation between me and my context have been being trapped. And I realized that everybody actually is trapped on earth. Everybody is trapped on bodies, on ideas, language, job, relationship. So that's how I want to relate with people. And I found this relation also with you and the story you told me about the person that is that has lost one eye in your family. I have someone that wrote a book about my work that is going to be published. Same problem with his dad. Me, I have that with my dad. And I realized that Liechtenstein had the intuition that there is a way to see further if we look with one eye. It's funny because usually we want more to get more. But sometimes if we have less, we can see even more. You know? Yes. Well, in the land of the blind, the one-eyed man is king.
is Roy. Yeah. So, and interesting, you know, I had not realized until I discovered your painting that Popeye is a one-eyed sailor. And he has a language problem. He speaks very bad. He makes lots of mistakes in the bande dessinée, you know. Yes. He always is like not finishing his words, starting like, and that's very interesting because I had that too when I moved to France. I didn't speak the language. Sorry, I cut you in. Yeah, no. And I was going to say that in the painting, the 1961 painting you reference, Lichtenstein painted Popeye fighting. You cut that scene, and your Popeye looks almost like he's smiling behind his pipe. To me, he looks, yeah, he doesn't look so aggressive. He's resting. He's resting, yeah. He had done his job. Yes. For Roy. We could. We could move somewhere else. Moi, je voudrais faire celle-ci avec toi et celle-ci. D'accord. Mais en fait, ce que je veux, c'est qu'on les couvre toutes. Tous, okay. Yeah, because anyway, I want to make sure we cover them all. You know, this particular work is, for me, one of the most fascinating in the exhibition. There's a lot going on. But first, the part that I find fascinating is you're titling it Crying Girl with a reference to a specific, I think, 1963 painting called Hopeless. And it's interesting, you're titling Crying Girl. Lichtenstein painted at least 2 works called Crying Girl, but you're referring one called Hopeless, where the head is tilted like this. But again, you've opened wider the view, because in that painting Hopeless, you only see the head. It's not a decapitated head. It's just crying on the side. And I know you're also referencing Caravaggio, le Caravage avec David and Goliath. I see you mentioned that the blue parts could be perceived like tears, but they look like, you know, there is also a reference to, it's like the Sixtine Chapel here. Some of Bruegel's character as well. Yes, maybe. A little bit everywhere, you know, those monsters. Yeah, but also maybe shapes, or some like Matisse. Also some Matisse, yeah. So what's going on here? Tu vois, le truc que je trouve vraiment intéressant aussi par rapport à Lichtenstein, c'est que sa conscience des choses, sa conscience de la vision, sa conscience du monde va beaucoup plus loin que sa propre existence. Il peint beaucoup de femmes et il les peint pour la première fois en train de réfléchir, en train d'avoir des doutes, se poser des questions. Et ça, c'est pas du tout la façon dont elle s'était représentée avant. Tu vois, c'est plus le corps, obligatoirement le corps nu, ou tu as une sorte de beauté dans l'objet, tu vois. Et ça, je trouve vraiment intéressant qu'on soit touché par les émotions dans ces tableaux, tu vois. Et à un moment où justement, tu vois, c'est en train de s'ouvrir. Là, on vient de vivre un soulèvement terrible qui a causé la mort à énormément de gens en Iran. Et c'était un soulèvement par les femmes. Tu vois, donc là, le problème est toujours là. So to interrupt, but the aircon is still on. Is it a problem for the sound? Ah, c'est con ça. C'est pas grave. Wow. Et tu vois, moi, ce que je voulais, c'est que là, il n'y a plus de mots. Elle ne dit pas ce qu'elle... elle n'utilise pas les mots pour s'exprimer, mais c'est ces larmes qui prennent plein de formes, un peu comme dans les nuages. Tu vois, on parlait
de mes autoportraits dans le ciel, où en l'occurrence là je peins un ciel, un coucher de soleil de Liechtenstein. Dans le fond. Couché ou levé? Je sais pas. Il s'appelle Sunrise, l'original. Ah, c'est Sunrise, ok. Ouais. Et du coup, là, les larmes, en fait, créent une narration. Et donc, encore une fois, c'est nous qui voyons cette narration-là. Et puis, j'avais envie de peindre Roy aussi bienveillant que possible. Tu vois? Bon, mais tes larmes, c'est pas des cubes, on est bien d'accord? Non. Et ça, tu fais parfois justement des backgrounds qui sont... Oui, bien sûr, il n'y a pas de restriction. L'objectif, c'est justement que je puisse m'échapper à chaque fois de tout ce que je trouve. Tu vois, donc j'aime bien parfois ramener autre chose. Avant, je ne peignais pas de cubes. C'est comme je te disais, les cubes sont arrivés avec la maladie de mon père. Donc tu vois, au début, j'essaie de garder les choses ensemble et puis je recollais les morceaux. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Alors là, ta Crying Girl décapitée, mais elle est quand même bien vivante. Elle a les lèvres rouges, ses yeux ouverts, elle n'est pas morte. On ne sait pas. Hein. Déjà, c'est que des cubes, encore une fois. Et puis les lèvres rouges, ça peut être du rouge à lèvres, les yeux ouverts, ça peut être aussi signe de mort, parce que là, elle regarde dans le vide. Tu vois. Et puis elle commence à être engloutie dans l'étagère. Et alors parce que dans ta référence au Caravage, Goliath, il est bien mort. Oui, mais tu sais, on peut avoir la même structure, la même composition, mais une lecture différente. Donc tous les éléments sont là, mais d'un autre point de vue, c'est une autre histoire, quoi, tu vois. Et donc Roy, c'est le roi David. Oui, comme dans une autre toile, c'est le roi Jésus. Dans quelle toile? C'est l'enfant roi. Ah oui. Dans la toile, dans celle qui fait face à celle-là, justement, oui. où j'ai peint Roy et son père, qui n'a pas de photo de lui. Il n'y a pas de photo du père de Roy. Et je voulais représenter Roy comme un enfant adulte, tu vois, comme l'enfant roi, dans la même posture qu'on voit parfois tout le temps dans la représentation de Jésus et de Marie, de la mère qui est vierge, donc le père qui en l'occurrence peut être toi, puisque tu m'as dit que tu étais la réincarnation du père de Roy Liechtenstein. Et je trouvais ça intéressant d'être le père de quelqu'un, mais par miracle, tu vois. Et en même temps, on a cette représentation à la fois dans la Grèce antique et dans l'Égypte antique, de cet enfant, en fait, qui est roi. Ce tableau est extraordinaire, il me touche particulièrement, parce qu'effectivement, j'ai bien vu dans Roy et Milton, j'ai bien reconnu Roy, et je me suis vu en Milton. C'était une réponse extraordinaire à mon propre projet, à l'histoire que je raconte. Tu veux qu'on aille vers le tableau et puis peut-être il change de... Avec tu plaisir. vois. Okay. Mais il y avait autre chose que tu veux dire là? Non, c'est très bien. Ouais. Juste le nécessaire. Yeah, un peu sérieux, voilà. On a fait les discussions devant les tableaux. Et là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on... Tu sais, quand tu m'as demandé pourquoi le fond était d'une autre couleur sur cette toile-là. Non, c'est quelqu'un dans la salle, le premier jour, qui a demandé pourquoi cette toile... Et moi, je n'avais pas fait attention. On peut parler de ça? On peut parler de ça, mais d'abord... moi, je veux dire à quel point je suis vraiment ravi que tu sois là.
suis pas très mal de content, voir merci l'expo comme beaucoup. ça. Et là, regarde, tu vois, d'abord, moi, je te regarde avec plaisir. C'est vraiment. Plaisir partagé. Et puis l'expo, et puis il y a toute l'équipe du film. Sinon, je ne sais pas si tu vois en reflet, malgré le store, il y a un drapeau singapourien qui flotte sur la maison d'en face. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que tu sais, la fête nationale était il y a 3 jours. Et à Singapour, tu peux pavoiser pendant une période limitée autour de la fête nationale. Période qui vient d'être étendue d'ailleurs. D'accord. Donc c'est vraiment, vraiment sympa d'être comme ça. Et effectivement, donc là on voit. Alors d'abord, si on regarde bien l'expo comme ça, sur notre gauche, elle commence au fond, commence avec toi là, qui saute du soleil, moi, je sens cette énergie, tu irradies, tu es irradié, tu irradies. C'est ça, c'est le délirium dont je te parlais, à propos de mon père. Ouais. Cet entre-deux où il était là, mais sans être là, tellement il avait drogué de médicaments. Et donc cet état d'extase. So because we were speaking about that painting over there, so we are really we're talking about the whole exhibition, the whole experience. Okay. So it's good because we see the whole thing. Yeah. I don't know if one of the cameras actually. Do you see more or less because we see all the paintings, and we see the 4 of you from where we are. Can you see it too? Yeah, I can. You Okay, can. super. Great, Vanessa. Du coup, je te coupe pas, vas-y. Ouais. Ouais, donc moi j'adore te voir là, au fond à gauche, mais tu sautes, tu es plein d'énergie, tu es porté par les rayons du soleil et est-ce que c'est le soleil ou est-ce que c'est un ballon? C'est drôle parce que là je pense tout d'un coup, il y a une girl with ball de Liechtenstein. Et le ballon, je crois, plutôt au-dessus de la main. Et là, donc peut-être qu'elle fait du handball, cette dame. Et toi, en fait, tu fais peut-être du football, tu es en train de dribbler avec le soleil. Et je te vois bien sautiller sur les nuages, tout. Tu sais, il y a une toile de Matisse qui s'appelle sur Icare, où on voit un personnage comme ça qui flotte sur un fond bleu avec quelques étoiles jaunes autour. Et donc les gens ont demandé à Matisse si c'était la chute d'Icare. Et Matisse répond non, il ne tombe pas du ciel. Les étoiles jaunes, ce sont des éclats d'obus. Oh, wow. C'est-à-dire il est projeté en fait dans le ciel. Tu vois, et du coup, ce soleil qui est comme ça peut aussi être interprété comme une explosion, en fait, tu vois. Et mon personnage, qui a l'air très joyeux en train de danser, il est potentiellement en train d'être projeté aussi, tu vois. Mais dans tous les sens du terme. On parlait tout à l'heure de vision monoculaire et de bornes dans notre entourage. Donc mon grand-père paternel, Roger Lévy-Lambert, avait perdu un de ses yeux d'un éclat d'obus pendant la Première Guerre mondiale. Et je pense avoir aussi hérité de beaucoup de choses de mon grand-père paternel. Alors, donc, on parlait de ce tableau qui donc a cette... D'abord, donc pourquoi ce fond beige quand toute l'exposition est sur fond gris? Mets-toi à côté de ce personnage de droite. Le contraste est mieux. En fait, j'ai fait cette toile, j'ai utilisé ton visage pour représenter le père de Roy Lichtenstein, Milton, parce que je n'ai pas trouvé d'image de lui, et aussi parce que dans la façon dont tu t'es approprié et tu as interprété le calendrier, la peinture qui s'appelle le calendrier. Je trouve ça super intéressant et je pense que tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, le fond est différent parce que dans cette toile, on est un peu dans ton univers
Alors que dans les autres, je suis resté dans le gris neutre qui est mon univers en ce moment. Tu vois, donc, D'abord, merci. J'ai été ému en découvrant ce tableau qui est magnifique. Et ému, pas tant parce que tu m'as représenté en Milton, mais parce que j'ai eu le sentiment que tu t'es approprié la mythologie que je développe depuis 24 ans en réponse à cette histoire extraordinaire dont je suis récipiendaire, grâce à Roy Lichtenstein qui m'a fait le plus beau cadeau. Donc, comme tu sais, il y a 24 ans de cela, en juillet 99, je rencontre Marc, qui est maintenant mon compagnon depuis 24 ans. Quelques jours plus tard, on décide de partir en vacances à Los Angeles. Et on va visiter des musées, on s'intéresse tous les deux à l'art contemporain. Un mois jour pour jour après notre rencontre, début août 99, au moment de la fête nationale singapourienne, justement, nous sommes au MoCA à Los Angeles, le premier musée qu'on voit ensemble de notre vie, et on tombe devant cette toile de Lichtenstein, qui était mon artiste préféré depuis que je suis adolescent. Et je pensais que c'était simplement parce que je connectais bien avec les bandes dessinées. Et donc ce tableau représente un agenda ouvert à la date du 21 mai 1962, qui se trouve être le jour de ma naissance. Et sur le côté gauche du tableau, il y a un planning de l'année avec les 12 mois et une date, une seule d'encerclée, le 26 octobre, l'anniversaire de Marc. Donc ça c'est le début de l'histoire du calendrier, une histoire sur laquelle je mène l'enquête, sur laquelle je construis ma vie depuis donc, pratiquement un quart de siècle, et qui m'a amené à faire des découvertes sensationnelles sur le tableau et sur moi-même, qui m'ont amené à, c'est une longue histoire, à m'identifier partiellement au personnage, j'allais dire au caractère de Milton Lichtenstein, le père de Roy. C'est surprenant le numéro de téléphone, tu vois, tout ça en fait c'est assez, j'ai jamais vu ça ailleurs quoi. C'est une histoire qui est dingue. Donc tu as pu voir, donc on se parlait au moment où tu préparais l'exposition, on s'est parlé probablement au cours du mois d'avril. Et je t'ai fait passer une version de travail du film The Proof, version que j'ai projetée le 4 avril à l'Alliance française de Singapour. Le 4 avril, j'ai appris que c'est d'ailleurs ta date officielle d'anniversaire, celle qui est sur ton passeport. C'est ma fausse date, mais c'est la date officielle. Je suis né le 6 mars, mais ma date sur les papiers, c'est 4 avril, qui correspond aussi à l'anniversaire de ma maman. Oui. Je me souviens bien de la date de la projection. Donc, la projection, elle était aussi cadeau d'anniversaire à ma maman. Voilà, donc Milton Lichtenstein meurt en 1946, très exactement le 13 février 1946. Il est né en 1893, donc il a 52 ans. Il meurt jeune, il meurt de maladie, et on peut imaginer qu'il meurt inquiet de ne pas savoir ce que vont devenir ses enfants. Roy a un peu plus de 22 ans. Il revient juste d'Europe, où il était GI, cartographe. Et la petite sœur de Roy est encore adolescente. Et donc, d'un point de vue karmique, on peut comprendre peut-être ce désir, cette énergie de Milton de revenir et de voir ce que sont devenus ses enfants. Et donc, cet enfant-là, qui naît en banlieue parisienne au début des années 60, grandit en parallèle avec la gloire de Roy. J'allais dire la gloire de son père, mais non, c'est la gloire de son fils. C'est drôle parce qu'en te racontant tout ça, je pense aussi à des jokes que j'ai toujours avec mon père. Moi, quand j'étais petit, on me demandait souvent est-ce que je suis le fils d'Hubert.
Mon père présente que de temps en temps, on a pu lui demander s'il était mon père. Je crois qu'il en rajoute là-dessus, ça ne doit pas arriver si souvent. Non, c'est intéressant, oui, parce que ce que je veux surtout dire, c'est qu'en un tableau, en une image, tu résumes toute l'histoire. Le mystère du calendrier, qui est... Alors, Mitchell Lichtenstein, le fils de Roy, dont on parlait tout à l'heure, qui avait suggéré à son père de s'intéresser au journal de Mickey, de peindre ça, ce qui a donné le look Mickey et inspiré le look Donald de toi. Mitchell, lui, disait, quand je lui ai posé la question, et on voit ça dans les catalogues de nos expos de 2010 et 2014, je lui dis, est-ce que tu crois que ton père a créé ce tableau pour nous, en parlant du calendrier, et il répond, as far as I know, my father only ever created for himself. I think, dit Mitchell, that my father meant to circle October 27, his own birthday, and made a mistake. And that would be really like my father. Alors, ce que rajoute Mitchell, assez helpfully, il dit, mais but I have not heard a voice telling me otherwise. Donc là, il fait une allusion au fait que j'ai entendu une voix, la voix de Roy me disant, Guillaume, this painting, I did it for you. Et donc, Roy a créé le calendrier pour moi, mais là, je vois, c'est pendant que tu as créé Royal Milton pour nous. Et c'est un tableau qui est tellement extraordinaire, qui résume tellement bien ce que j'ai beaucoup de mal à exprimer, que j'ai envie de partager ce tableau avec le monde entier. Et évidemment, il aura une place d'honneur dans la collection Magma, la collection que j'ai créée avec Marc pour raconter notre histoire. Mais je me demande si on ne devrait pas tout de suite, si je ne devrais pas tout de suite faire en sorte qu'il soit exposé dans un grand musée. Parce que, pour dire aussi, me sentant père de Roy, je fais mon coming out avec cette dimension de mon identité. Je souhaite que le monde entier fête mon fils le 27 octobre prochain, le jour où il aura eu 100 ans. C'est génial. Ben oui. C'est d'où l'importance d'avoir cette exposition cette année, d'avoir ce dialogue aujourd'hui. Parce que ça c'est une bonne façon pour Guillaume, trait d'union Milton, de dire au monde entier fêtez Roy. Tout est là. Et tout est là parce que, avec ce tableau que j'ai acheté, il y a le collectionneur, et puis il y a le galeriste, puisque je l'ai acheté dans le cadre de l'exposition que nous faisons ensemble à Reporters. Et puis évidemment, il y a toi, l'artiste, qui a peint ces cubes, qui leur a donné vie. Et quand on parle de la vie d'une œuvre d'art, ce qu'on découvre, regarde ma relation avec le calendrier Lichtenstein. Je continue de faire des découvertes sur ce tableau. Ma vie est une œuvre créée dans le cadre de l'interaction avec ce tableau. Alors, ma vie personnelle d'abord, parce que, imagine-toi, un mois après notre rencontre, on voit ce tableau qui semble parler de nous. Mon artiste préféré, ma date de naissance, l'anniversaire de mon nouveau copain. Donc on s'est tout de suite retrouvés dans un ménage à trois, Marc et moi, et le tableau. Alors on a pu commencer, on a pu exorciser ça, c'est pour ça que maintenant il y a les trois chats. C'est une autre histoire. Mais ce tableau, et donc c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant à Roy. Il a fait de nous des collectionneurs. J'avais acheté mon premier tableau quand j'avais 20 ans, mais le jour où on a emménagé ensemble, un mois après notre visite à Los Angeles, Marc s'installe avec moi, je louais une maison tout près d'ici, et le jour où on s'installe ensemble, on a cette conversation. We would like our grandchildren to tell their grandchildren about what had just happened. Like, grandpa, grandma and a magical painting.
Mais bon, on ne savait pas comment avoir des petits-enfants, enfin même des enfants. En 99, c'était encore assez compliqué, hein. C'était pas insoluble, mais... Et là, on s'est dit, tout de suite, j'ai dit, let's collect seriously to leave a trace of our story. Et donc, ainsi est née la collection Magma. Alors, le nom est venu un peu plus tard, son étymologie, c'est Mark and Guillaume Museum of Art. Bon. Et donc... Et dans le travail que j'ai fait avec la collection, la transformant pour raconter l'histoire, on s'est réapproprié les tableaux de la collection qui sont venus illustrer des moments de notre vie. Mais là, il y a un tableau qui s'impose à nous, et d'autant plus qu'il est inspiré directement par notre histoire, puisque donc tu as pu, tu connaissais un petit peu l'histoire, et puis tu as pu voir cette première version, cette première ébauche du film, que je retrouve là. Et c'est tout simplement génial. Alors, tu te rappelles ce que je te disais sur Kandinsky l'autre jour, là, quand il parle de la convergence de deux lignes, et la promesse porte en elle la promesse d'un plan. Ça, j'avais lu dans un de ses bouquins, et je m'étais dit, mais du coup, quelle promesse apporte la convergence de deux plans? Parce que moi, je fais converger deux plans et je crée des coins. Et je pense que la réponse à ça, ça peut être qui porte en elle la promesse d'un espace, du coup, cette fois-ci. Et ensuite, il y a la convergence des espaces, mais ça, c'est autre chose. Là, dans cette toile, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est donner justement un espace à ce mythe personnel que tu as découvert, que tu mets en place. Et c'était aussi l'ouverture vers cette exposition, où ensuite j'ai fait énormément de recherches sur Liechtenstein pour comprendre son travail, sa recherche et tout ça, et qui a fait toutes les autres toiles. Alors, le 21 mai 62, quand Liechtenstein peint le calendrier, il pense à son père. Il pense à son père parce que c'est un moment privilégié dans sa vie. Liechtenstein se sent bien dans ses baskets. Il vient d'avoir eu un énorme breakthrough professionnel. Il a peint l'année précédente Look Mickey. Et en novembre ou décembre 61, il rencontre Léo Castelli. Il a son premier solo en février 62. Il est le roi du monde. Tout d'un coup, il s'est découvert. Il a trouvé son langage visuel et la première exposition est sold out. On peut imaginer que Castelli lui commande d'autres tableaux. Et d'ailleurs, il exprime cette fierté de travailler avec Castelli puisqu'il peint Call 212-288-4820. C'est le numéro de Castelli avant de devenir le mien. Alors, au passage, parmi les cadeaux de Liechtenstein, donc grâce à lui, collectionneur, grâce à lui, galeriste. Bon, c'était l'idée de Sean. Et galeriste qui s'est retrouvé, alors mon galeriste et artiste, qui s'est retrouvé héritier du numéro de téléphone de Castelli. Donc je me sens, ouais, c'est un beau cadeau. Héritier de Liechtenstein qui a fait ce tableau pour moi, héritier de Castelli dont je récupère le numéro de téléphone, et comme collectionneur, héritier de Giuseppe Panza di Biumo, le comte Panza, qui était premier propriétaire du calendrier, qui a sans doute téléphoné au 212 288 48 20 depuis Milan, au Varese, en Italie, dès juin 62, et puisqu'il achète le tableau pour $400. Et ça, on voit, j'ai vu le reçu qui est dans les archives de Castelli au Getty, à Los Angeles. Incroyable. $400. Oui, ça fait peut-être genre 30 000 aujourd'hui, ce qui veut dire que tes tableaux sont encore à bon prix. $400, ouais, c'est fou quoi, d'avoir un... Oui. Ah non, c'était déjà un vrai prix. Ah ouais? Ah oui, ça fait à peu près 30 000 US aujourd'hui, je crois. Et alors, donc il sent bien dans ses baskets, professionnellement, personnellement aussi. Liechtenstein vient de se séparer au printemps 62 de sa femme, Isabelle, la mère de Michel et David. Et ça, on voit ça puisqu'il met un rendez-vous avec... il y a une drôle de lettre qui est sans doute un I, et Wilson, donc Isabelle Wilson, c'était sa première femme. Il met un rendez-vous business sur ce calendrier
parce qu'il vient de se séparer d'elle et il veut parler ou divorce ou garde des enfants. C'est pas une date d'anniversaire ou quelque chose comme ça? Non, mais donc là, je te parle, il a écrit... Il a écrit à côté, ça. d'accord. Il a écrit le nom, il a écrit un rendez-vous, il a marqué un rendez-vous avec sa femme. Donc, il met le numéro de téléphone de Castelli pour exprimer comment professionnellement il est bien. Il met le nom de sa femme dont il va se séparer avec un rendez-vous business, genre « Let's get this out of the way ». Et puis, donc, il encercle cette date, 26 octobre, dont j'ai découvert il y a... début 2017, que c'est l'anniversaire de son père, mort 16 ans auparavant. Et donc il encercle cette date pour bien montrer qu'il pense à son père. Il pense à son père et il dit, il pense, il peut imaginer qu'il pense quelque chose du genre « Daddy, too bad you're not seeing me today ». Ou peut-être aussi... Oh, I remember you. Ouais. Moi, j'imagine, il dit, ouais, thank you, you kept repeating me, do like this, and don't do like that. Finally understood. Il pense à son père et au moment où il en sait cette date, cette pensée sincère, émue, Daddy, too bad you're not seeing me, ça part dans la machine cosmique, cette pensée qui a une réalité électrochimique dans le cerveau, elle voyage et elle est absorbée par le bébé qui naît au même moment à Neuilly-sur-Seine. Et c'est beaucoup plus merveilleux que si le papa avait été encore vivant. Parce que imagine Milton en mai 62, il a... Yeah, you want to change angles or anything? Yeah, I think we can do that. Wow. Tu m'as fait une surprise là ce matin. C'est fou parce que tu m'as rappelé qu'il y avait 2 livres sur toi et je ne les avais pas ressortis pour l'expo. Ça m'était sorti l'idée. Donc, à l'instant, on regarde ce livre magnifique sur... mais d'ailleurs, que je comprenne d'abord les images. Ça, c'est un tableau? Oui. Ça, c'est le tableau? Oui. Non, parce que on dirait une sculpture sur un mur. Ouais, ouais, non, c'était vraiment des trompe-l'œil déjà à l'époque. Ah oui, magnifique, magnifique. Tu vois, il y avait des motifs. Ah oui. Magnifique. Alors donc, ah oui, je vois le texte qui s'intitule « Au coin de l'univers ». Ça, c'est le texte de Bernard Comment sur mon travail. Et qui est vraiment un très très beau texte. Et tout au début, en fait, du livre... qui est bilingue. Universe at the corner, we have the English version of Bernard Coment's text. Yes, of course. That was the condition for the CNAP to invest in the project. But what's a shocking appearance of divine providence in our shoot today is this quote by Marcel Proust. That I found, a friend of mine showed me this quote, and I recognized myself in it at the time. Which I understand. Un tableau est une sorte d'apparition d'un coin d'un monde mystérieux dont nous connaissons quelques autres fragments, qui sont les toiles du même artiste. A painting is a kind of appearance of a corner of a mysterious world of which we know other fragments, which are the artworks of the same artist. So, of course, here Marcel Proust is talking about corners of a mysterious world, and that seems to speak of your practice, Sepan. You're the master of the corner. But of course, having found this quote that you choose it to have in your book, I understand. Of course, the fact that the quote existed and spoke to you like it does is extraordinary, knowing that Marcel Proust wrote 120 years ago or more. And the second part,
The second part. At the time, I had this issue with the execution of my grandfather during the revolution in Iran, and the sadness and the depression and the trauma that was in my family before I was born. So I somehow recognized myself in the second part, but since I met you and your story, I realized that the second part is maybe more for you. Nous sommes dans un salon. Nous causons. Tout d'un coup, nous levons les yeux et nous apercevons une toile que nous ne connaissons pas et que nous avons pourtant déjà reconnue comme le souvenir d'une vie antérieure. We are in a room, could be a living room, a salon. We're chatting. All of a sudden, we move our eyes up and we see a glimpse of a painting that we don't know. However, we already recognize it like the memory of a past life. So Proust is speaking of our experience seeing Death Calendar in 1999. But at that time, I didn't know anything about past lives. That came much, much later. Like realizing the connection with Milton is 2017, and I could only start to speak about it to more than a few people a year and a half ago. In fact, I wanted to reveal the story for the first time for the Cosmic Siblings' big birthday last year. But the Cosmocular eye was not ready for this to happen. It happened only this year, and I understand why. Because this year is the centennial of the birth of Roy Lichtenstein. And you got it, Septembre, with this painting and this exhibition. Merci, mon ami. Merci. My pleasure. It's wonderful. Okay, but before we part, Kester was asking, how do you feel when you came in, when you arrived in Singapore a couple of days ago, when you discovered your exhibition here? Do you want to do it here, or you have another idea of place that you would like to do it? Here? Okay, perfect. And is that your question, or? Yeah. So about my experience in Singapore or my experience today of filming? In general, like your whole space as a gallery and the arrangement of them, we talk about how you feel about it being in space and everything as well. Oui, l'expo, comment quand tu es arrivé, tu as découvert l'expo, l'accrochage, etc. Okay. Every corner, no matter where you are, is the same. We call that in French consubstantiel. All have the same substance. And in the art world, every gallery also has to be a white cube. But what is funny here is totally different, because all the walls are black, and Singapore is a very special way of living. And the fact that it's an island, the fact that it's a melting pot, and also this main building, the area is totally different. So I was very surprised discovering this place, and people and the food and everything was very an amazing surprise, and I really thank you for making all this happen. So, yeah. What's your most favorite food in Singapore? What was the name? It's Popia. like a popia. Yeah. I loved popia with lots of garlic. Unfortunately, I can't eat spicy, but I love it, but I can't eat because of medical issues. But I really love it. And maybe there's one experience
Earlier you mentioned, when we were talking about Liechtenstein, you mentioned brush strokes. Maybe there's a specific... Oh, yeah. We went for a walk last night, quite late, in one of the earliest garden. On the latest on the way to Gardens by the Bay. It was in the garden, and Yes. then Yes. I asked Guillaume about one specific building. I don't know why. And then he told me maybe we can walk there because there are a few sculptures of Roy Lichtenstein. So I thought he's talking about like human-sized sculptures. And I was like, okay, let's go and see. And once we arrived there at night with the night light, it was a total shock for me. I've never seen those paintings, those sculptures before, and I was really like moved. So thank you for that too. Yeah, so it's extraordinary. In 3 days in Singapore, Stepan, he's seen a lot of things. He never asked, what is this, what is that? He saw, the top of Millenia Tower is lit at night. And he asked about that. And I wanted to walk in, I had planned that we go for a walk in Gardens by the Bay. And so I said, well, maybe we could go there, knowing that the Liechtenstein's brush strokes are there. And of course, they are between Millenia Tower and Centennial Tower, which of course is very appropriate in this year. Yeah. All right, thank you guys. Thank you. What experience you must have been, no? Like, Yeah, sorry. So in fact, if we did one other shot where we could do B-roll is, if you were game, tonight add those sculptures near Centennial Tower, the brush strokes. We don't have to do it, but that could be the only other nice thing I would add.